Nous sommes en 1851 en France, et la tension est à son comble. La Deuxième République, mise en place en 1848, est menacée. Le premier président de l'histoire française est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Bonaparte. Le président n'a jamais caché son attachement à l'Empire, et malgré 2 coups d'État échoués avant sa présidence, il espère bien que le 3e sera le bon. Contre lui se trouve l'Assemblée nationale, à très forte majorité conservatrice. Il ne porte pas la République dans son cœur et son conservatisme zélé n'exclut pas un retour prochain à la monarchie. L'Assemblée s'est durant le mandat de Louis-Napoléon accaparé l'essentiel du pouvoir au détriment du président et a fait passer ses lois. Suppression du suffrage universel qui avait porté un Bonaparte au pouvoir, restriction de la liberté de la presse, de la liberté de réunion et renforcement de l'influence de l'Église. Pourtant, la cohabitation entre le président et l'Assemblée est censée toucher à sa fin, le mandat présidentiel de 4 ans se terminant. Mais Louis-Napoléon ne l'entend pas ainsi. Il tente, d'abord par la voie politique, de faire changer la Constitution, l'empêchant de se représenter, mais il n'obtient pas le nombre de votes suffisants à l'Assemblée. Adolphe Thiers, figure du Parti conservateur de l'Ordre, mène la contre-offensive et lance la tentative de réactivation d'un décret donnant la possibilité au président de l'Assemblée nationale de requérir l'armée sans passer par le ministre de la Guerre. Louis-Napoléon sent la menace grandir, et même si la proposition est repoussée, prépare alors son coup d'État. Il choisira pour date le 2 décembre 1851, anniversaire du couronnement de Napoléon Ier. L'opération se nomme Rubicon. L'Assemblée nationale est dissoute. L'armée prend le contrôle des instances politiques, et Louis-Napoléon annonce aux Français qu'il leur fera valider ces réformes par le suffrage universel. Quelques groupes se soulèvent dans Paris et en France, mais la population française ne réagit que faiblement, n'appréciant que peu l'Assemblée qu'elle trouvait autoritaire. Cependant, pour les quelques résistants, la répression est forte. Des affrontements éclatent à Paris et font environ 380 morts. 26 884 personnes seront arrêtées dans toute la France, mais le président ne voulant pas d'un bilan humain trop lourd, plus de 12 000 auront été libérés au 30 septembre 1953. Les 20 et 21 décembre, Louis-Napoléon tient sa promesse et en appelle au suffrage universel masculin pour maintenir son autorité et lui déléguer les pouvoirs nécessaires pour établir une nouvelle constitution. Il obtient 92% des votes favorables sur les 81% de suffrages exprimés. L'élection est entachée d'une forte terreur menée par les forces bonapartistes, muselant les journaux défavorables au pouvoir et dissuadant de voter en défaveur du président. Dans certains bureaux de vote, seulement les bulletins oui sont imprimés, demandant à ceux voulant voter contre d'écrire eux-mêmes leurs bulletins. Nonobstant, l'on peut considérer que cela ne changea pas le résultat de vote tant Louis-Napoléon avait obtenu une grande popularité auprès de la population durant son mandat présidentiel. Résultat d'une telle stratégie de séduction lors de ses visites, et certainement aidé par l'ombre de son oncle dont la réhabilitation romantique avait commencé à s'imposer sous le règne de Louis-Philippe. La nouvelle constitution mettant la France sous un régime impérial et portant Louis-Napoléon Bonaparte au titre d'empereur avec succession héréditaire sous le nom de Napoléon III est votée par le Sénat le 7 septembre 1852. Le prince-président appelle alors une nouvelle fois les Français aux urnes pour approuver la nouvelle constitution. Ils appuieront de nouveau la proposition du gouvernement avec 96,9% des suffrages exprimés pour 20,34% d'abstention. L'Empire est déclaré le 2 décembre 1852, un an après son coup d'État et 48 ans après le couronnement de Napoléon Bonaparte. Ainsi s'est terminée la Deuxième République. En bref.